Je disais que la question de la stratification sociale a été centrale pour moi. Et elle l'a été d'abord, simplement, c'est un sujet qui était là tous les jours dans la vie des Kayennes. Ils étaient organisés en 4 strates qui se réorganisaient elles-mêmes en 2 mégastrates rituels. En somme, il existait des rituels pour la strate supérieure et des rituels pour la strate inférieure. Et donc, il y avait une justification religieuse des différences qui existaient. Mais au point de vue social, ce qui était important, il y avait une classe dominante qui formait, disons, je donne des chiffres ronds, environ 10% de la population. Il y avait une strate d'aristocrates inférieure qui formait environ 10% de la population. Il y avait une strate qui était, en somme, la majorité des gens, 70%, et puis il y avait des esclaves, environ 10%. Et quand j'y suis arrivé en 1970, l'esclavage existait encore. Il était en train de disparaître, comme par exemple le dernier esclave qui avait été vendu, la transaction avait eu lieu 7 ans auparavant. C'était justement les esclaves dans la maison, dans le village où j'étais. Et cette organisation en strates organisait la vie de tous les jours, elle organisait la religion. Et un des aspects était justement relié à ce que j'avais mentionné auparavant, le fait qu'il était immoral de pratiquer l'agriculture du riz sans coopérer. Mais ça, il y avait un élément additionnel à cette coopération, c'est qu'à chaque étape du processus agricole, il fallait que les gens fassent des corvées pour la famille du chef. Ils allaient travailler dans les champs du chef et simplement pour quantifier la chose, dans le village où j'étais, c'était l'équivalent d'environ 350 journées de travail personne pour une année. Donc essentiellement, ces corvées-là étaient suffisantes pour permettre au chef de se libérer des contraintes agricoles. Ils avaient également des esclaves. Il existait 2 genres d'esclaves. Il y a les esclaves qui vivaient dans l'appartement du chef et qui étaient essentiellement des domestiques. Et il y avait les esclaves qui formaient des unités domestiques indépendantes. Et eux, d'une part, participaient à la coopération entre les gens, avec les gens du commun, mais ils devaient travailler également dans les champs du chef à d'autres occasions. Cette stratification était liée au système politique. Seulement un individu de la classe dominante avait le droit de devenir chef. Et réellement, la chefferie n'était pas conçue par les Kayennes comme étant une entité individuelle. La chefferie, c'était la famille de ce que l'administration avait reconnu comme le chef. En somme, l'administration de Sarawak reconnaissait les chefs héréditaires et la famille de ce chef-là étaient ceux qui contrôlaient le village. Si l'homme n'était pas là, sa femme était le chef. Il n'y avait pas de problème. Tous ensemble coopéraient pour organiser ça. Et il s'agissait vraiment d'une distinction fondamentale, comme eux, comme n'importe qui, pouvaient adopter des enfants, mais les enfants adoptés, s'ils venaient d'une strate inférieure, ne pouvaient jamais devenir chef. Par contre, quelqu'un d'une entité ethnique différente pouvait être adopté comme chef. Comme par exemple, une personne que j'ai bien connue plus tard était né dans une catégorie ethnique Kajang. Il était un frère cadet, il avait 2 frères. Le frère aîné est celui qui est devenu
le chef du village Kajan, mais il y avait un village Kayan à côté où le chef ne s'était jamais marié, il n'avait jamais eu d'enfant. Et comme les Kayan ont beaucoup de règles, l'une des règles, c'est qu'un chef doit toujours avoir un successeur. Alors un jour, il est allé visiter l'autre village, puis il a dit « Ouais, votre fils, celui-là, là, il ne sera jamais chef chez vous. Hein. Ça ne vous dérange pas qu'il devienne chef chez nous. » Alors il est devenu Kayan. Ça, c'était pas surprenant pour eux. De la même façon, le chef du village où j'étais avait été le chef d'un autre village pendant 20 ans et il parlait avec le dialecte de ce village-là. Alors là, ce qu'on avait, c'était cette distinction-là, et qu'il y en était une qui était très marquée. Mais là encore, j'avais mentionné les anomalies qui apparaissent au niveau de classification ethnique. Il existait une anomalie qui était celui des aristocrates inférieurs. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Eux, ils suivaient les rituels, les mêmes rituels que ceux du chef, mais ils participaient dans les corvées, ils participaient dans la coopération. Alors là, encore, il y avait une anomalie. Leur place sociale avait aucun bon sens, en un certain sens. Puis là encore, c'est la même chose que j'ai fait. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de faire parler les gens à ce sujet-là, mais sans suggérer quoi que ce soit, sans leur demander « Mais pourquoi vous faites ça? » Et puis, la réponse à cette question-là a eu un rôle extrêmement important pour ma compréhension du système de stratification des Kayan, d'une part, mais par la suite également pour comprendre la stratification de façon théorique. En somme, ce qui existait dans la société des Kayan, c'était une rigidité énorme. Ils avaient décidé d'être aussi clairs que possible à tout point de vue, et il était impossible de passer d'une strate à l'autre. Évidemment, aucune société peut se permettre d'avoir une stratification héréditaire si on ne peut pas se débarrasser des aristocrates dont on n'a pas besoin. Parce que si on a une situation où les aristocrates reçoivent des corvées, toute autre chose étant égale, il est fort probable qu'ils vont se reproduire plus que les autres, ils vont avoir plus d'enfants. À ce moment-là, ça devient une classe de parasites. Et s'ils sont parasites, ça peut créer des révolutions. La meilleure solution, c'est de se débarrasser des aristocrates dont on n'a pas besoin. Il y a un autre aspect qui est important, c'est que même dans les sociétés qui sont les plus rigides au point de vue stratification, un des éléments de rigidité, c'est qu'ils vont dire il faut se marier à l'intérieur de sa strate. Bon, les Kayan étaient comme ça aussi. Mais il existe une force encore plus grande que les lois sociales, c'est l'attraction sexuelle. C'est inévitable qu'il va y avoir des gens qui vont avoir des relations avec des gens d'autres strates, et même dans certains cas, qui vont insister à épouser quelqu'un d'une autre strate. Je me souviens d'un scandale, justement, ce vieil homme dont j'avais parlé, qui avait été la première personne à dire que j'étais chanceux de ne pas avoir de religion, lui, dans son premier mariage, il était un aristocrate, un petit aristocrate. Il avait épousé une esclave d'une grande beauté. Et ça avait été... Ils en parlaient encore 40 ans après, mais je veux dire, c'était impensable, mais il avait insisté. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, cette strate d'aristocrates servait à placer les gens qui n'étaient pas contents de leur identité. Comme pendant ma deuxième année, mes voisins d'à côté, qui étaient des gens très prospères, qui avaient eux-mêmes des ancêtres aristocrates, ont décidé, ben, non, on n'est pas des gens du commun, on est des aristocrates. C'est à moi qu'ils l'ont dit, parce que c'est pas un sujet qu'on peut soulever particulièrement. Mais ils voulaient que ça se sache, et il y avait quelqu'un qui était là pour le dire. Et ils me l'ont dit d'une certaine façon qui était « on veut que ça se sache ». Parce que les gens me parlaient de choses qui étaient secrètes, et je les gardais secrètes, mais j'étais reconnu comme étant la source des renseignements, de toutes les histoires. Est-ce que c'est vrai que
tel garçon, il est en train de sortir avec telle fille. Bon, c'est moi qui savais tout ça. Et ils savaient que j'étais un spécialiste. Alors, ils m'ont dit ça. Et dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est qu'à la prochaine occasion, ils l'ont annoncé en utilisant les rituels pour les aristocrates. Alors, les gens ont remarqué ça. Ils ont dit, t'as vu ça, hein? Oui, t'as vu ça. On n'a pas eu besoin d'en parler plus. Ils savaient que je comprenais ce que ça voulait dire. Puis après, tout le monde a attendu 2 mois environ. L'idée, c'était, ah, ben ils sont pas morts. Leurs champs sont fertiles. Donc, OK, ils sont aristocrates. C'est comme ça. Alors, constamment, la stratification revenait comme moyen de différenciation. Et elle remplaçait aussi d'autres formes de différenciation qui auraient existé ailleurs, comme la distinction entre hommes et femmes était très importante au point de vue de représentation, en ce sens que les femmes Kayan étaient tatouées, c'était presque comme s'ils avaient des gants bleus, et les cuisses et les jambes, les mains, ils avaient les oreilles allongées, avec des gros poids, et elles marchaient à l'inverse des hommes qui devaient faire du bruit sur les planches, elles marchaient de façon gracieuse. Donc, hommes et femmes sont très différentes au point de vue de représentation, mais complètement, totalement et irrémédiablement égales. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. Je n'ai jamais vécu dans une société où il y avait une égalité entre les genres à ce niveau-là. D'ailleurs, à certains points de vue, c'était l'inverse. C'était une société où la préférence était pour luxurer la qualité. Et dans 75% des cas environ, c'était ce qui se passait. Les hommes me parlaient de ça, disant « Ah oui, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'être confortable. » Et justement, c'était une cause commune de divorce, vraiment. Là. Mais mes beaux-parents, là, je peux pas, il faut que je m'en aille, etc. Et d'ailleurs, quand il y avait des mariages entre villages, les 4/5 des mariages se terminaient par divorce. Les villages étaient tellement isolés l'un de l'autre que finalement c'était trop. Les mariages entre les gens du même village, c'était seulement 20% de divorce. Le divorce était très facile, etc. Il n'y avait pas de problème d'avoir été divorcé, il n'y avait aucun problème d'avoir eu beaucoup de relations sexuelles. Ça c'était vrai, c'est une parenthèse que je fais, mais dans la cérémonie du mariage Kayan, là encore les Kayan n'aiment pas l'ambiguïté, il y a un élément du rituel qui est le bris du lien qui pourrait exister encore avec certains amants qui vivent dans le même village. Et donc, tu vois des jeunes hommes qui ont eu des relations sexuelles avec cette femme-là, qui viennent là pour ce rituel où la séparation sont faites, et puis ils sont un peu gênés à un certain sens, qu'ils soient le centre de la chose, mais en même temps, ils sont contents que tout le monde sorte, ils savent qu'ils avaient été là, quoi. Mais ça, c'est tout à fait public, on n'a pas à se cacher, etc. Il y a une ouverture et une honnêteté en ce qui concerne tous ces aspects-là qui étaient absolument une libération. Mais par contre, il y avait la rigidité de la stratification. Et cette rigidité-là existait également au niveau des mariages. Les aristocrates, ceux de la classe dominante, au moins ceux qui allaient devenir chefs, se trouvaient une épouse qui était elle-même une aristocrate. Et en un certain sens, il existait une communauté d'aristocrates qui flottait en un certain sens de façon non géographique et qui avait une conscience de classe absolument totale. Moi, j'étais dans un monde bizarre où je louvoyais entre les deux. Les gens du commun me percevaient comme une personne du commun et les aristocrates me percevaient comme un aristocrate. Et une fois, j'ai participé à une réunion d'aristocrates. Le sujet était justement la famille qui vivait
d'habitude, dans l'appartement que j'avais occupé parce qu'ils étaient partis dans un autre village, ils étaient partis sans permission. Et chez les Kayanes, une famille n'a pas le droit d'abandonner son village. Il faut que le chef donne la permission. Et ils n'avaient pas eu cette permission-là. Alors, il y a eu une réunion de tous les chefs de la région. Parce que là encore, ce n'était pas un problème qui s'appliquait simplement aux chefs de ces deux villages-là. Ils utilisaient le même modèle que les querelles. Si, à l'intérieur d'un village, un homme et une femme se querellaient, ça devenait un problème public qui était discuté en public et résolu en public. De la même façon, ce problème-là entre les deux chefs est un problème public régional. Alors, les chefs se sont réunis. Ils ont dit, OK, on a un problème, on va discuter de ça. Et justement, comme je connaissais plusieurs chefs, j'avais visité tous les villages, ils m'ont permis d'y participer. Et pour moi, là encore, ça a été magnifique de voir jusqu'à quel point il y avait une théorie politique chez les chefs Kayanes. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et à un moment donné, il y a un des chefs qui a dit, bon, le problème était, le chef qui avait accepté cette famille-là, il était très content, lui, d'une famille de plus pour participer aux corvées. Alors, rien à perdre. Celui qui avait perdu une famille avait perdu quelques journées de personnes de travail par année, puis il ne voulait pas que ça reste comme ça, puis il ne voulait pas que les autres s'en aillent non plus. Parce que lui, sa personnalité était telle que je pense que certaines personnes seraient parties. Alors, un des chefs, à un moment donné, a fait un discours disant, vous savez, nous, on peut se détester entre nous parfois. Puis il donne un exemple. Il dit, tu sais, toi, bon, j'avais épousé ta sœur, puis ça n'a pas bien fini. On se déteste, hein? Puis on dit, oui, oui, on se déteste, on se déteste. Mais c'est pas important, hein, pour ces questions. Non, non, bien sûr, ça n'a aucune importance. Et là, il a commencé à présenter, disant, non, nous, la raison pour laquelle on est chef, puis qu'on reste chef, c'est parce qu'on a une solidarité entre nous. Et dans ce cas-ci, toi, le chef de tel village, il va falloir que tu renvoies cette famille-là, parce que c'est comme ça, c'est la nature des choses. C'est comme ça que c'est pour le bien de nous en général qu'il faut faire ça. Il a dit, oh d'accord. Ça lui a pris 1 an de plus pour le faire, donc j'ai été chanceux, j'ai continué à avoir l'appartement. Mais tout ça était une situation où il fallait vraiment essayer d'expliquer quelle est la source de cette stratification. Et c'est justement un problème que j'ai eu alors que j'écrivais ma thèse de doctorat. Et je pense qu'on peut se tourner vers ça. Après 2 ans de terrain, d'ailleurs, pendant ces 2 ans-là, j'ai quitté le terrain à 2 occasions. Une fois pour à peu près 2 mois pour travailler sur mes données. Leach m'avait dit il m'avait dit d'abord, après le premier mois, et ça c'est un conseil que j'ai donné à tous mes étudiants, il dit, écrivez un travail décrivant l'organisation sociale, étant donné que c'est la thèse que vous allez faire, comme si vous compreniez tout. Il dit, inquiétez-vous pas, vous pouvez écrire un paquet de faussetés, ça n'a aucun problème, écrivez-le. Et c'est ce que j'ai fait sur le terrain, et ça a été très utile, ça m'a établi ce que je savais et ce que je ne savais pas. Puis c'était un document sur lequel je pouvais revenir. Donc il y a des choses que je croyais savoir, puis plus tard je lisais ça, je me disais, oh, j'avais rien compris, hein, et ainsi de suite. Alors il y avait ce va-et-vient, mais il y a eu une époque où j'ai décidé de partir pour 2 mois. Il y avait des raisons de santé également. C'était après le festival qui suit la moisson. Et les Kayanes font de la bière de riz. En somme, la même chose que du saké, mais pas filtré. C'est très alcoolique, donc, à peu près 15%. Ils en boivent en quantité. Puis le village où j'étais était le village qui était reconnu pour en faire le plus et en boire le plus. Et c'est la seule fois dans ma vie que j'ai découvert ce que c'était une gueule de bois. Et c'est pour ça que je bois presque pas maintenant. Je déteste être ivre. Mais j'étais absolument épuisé après 6 semaines de beuverie. Et puis il fallait
Il fallait que je voie des docteurs, et ainsi de suite. Alors, je suis retourné à Kuching pendant 2 mois. Puis il y a eu aussi un autre moment où je suis retourné au Canada. Là, dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après que je sois arrivé à Bornéo, mon père est mort. Et je l'ai appris à peu près 1 mois après sa mort. Et ça, c'était voulu. Ma mère s'est posé la question, qu'est-ce que Jacques voudrait? Il ne voudrait pas déranger Jérôme dans son terrain. Si je lui dis tout de suite, il va revenir, évidemment. Alors, elle a décidé de tout faire, les funérailles, etc. Puis après, de me le dire pour que la question ne se pose pas, pour que je ne puisse pas revenir. Mais après, 1 an plus tard, elle voulait que je revienne. Puis en plus, il y avait un ami commun, André Audricourt, qui l'avait visité, un spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Quand il a su que j'étais là, que j'étais à Bornéo depuis plus d'1 an, il a dit « Ah, mais non, il ne faut pas que Jérôme reste là trop parce que c'est tellement dangereux, là. » Et d'ailleurs, c'est vrai, là. Dans les 2 ans que j'ai passé là, il y a eu environ, je dirais, 50-60 jours où j'étais trop malade pour entrer en conversation avec les gens. Simplement, il y a eu des périodes où j'étais même inconscient pour plusieurs jours. Au point de vue morbidité, c'est un endroit dangereux. Je me souviens vaguement d'une période où la moitié du village était en délire. Et ainsi de suite. Alors, je suis revenu, en partie pour faire plaisir à ma mère, mais aussi c'était une bonne chose comme congé. Mais à part ça, j'ai passé ces 2 ans-là, là, je reviens à Cambridge, et j'ai commencé à écrire ma thèse de doctorat. J'étais encore profondément un empiriste. Je n'étais pas allé plus loin que ça, malgré que j'avais travaillé fort pour commencer à lire. Comme par exemple quand je lisais Rodney Needham, il faisait référence à une école de philosophie en Angleterre, le positivisme logique. Je me souviens d'avoir lu un ouvrage de A.J. Ayer, qui était de Cambridge en plus, donc Language, Truth and Logic, qui a été une révélation pour moi, mais je n'avais pas encore fait le lien avec l'anthropologie. C'était plutôt, il y avait 2 trames. Il y avait l'anthropologie d'une part, il y avait la mathématique et la logique d'autre part, et je ne les liais pas beaucoup encore. Alors j'ai écrit cette thèse de doctorat, ça m'a pris à peu près 8 mois pour l'écrire, et ça a été, je me souviens encore, c'était une routine absolument invariable. Je travaillais 5 heures par jour, j'écrivais 5 pages, puis après j'allais marcher pour plusieurs heures. Puis j'avais décidé d'avoir un projet quand j'étais à Cambridge. À cette époque-là, il y avait 3 canaux de télévision. Puis j'avais décidé que je verrais tous les programmes anglais au moins 1 fois. Alors je les ai tous vus 1 fois au moins, puis il y en avait des bons aussi. Bon. Alors je m'amusais comme ça. Et puis, très peu de contacts personnels pendant que j'étais là. Là encore, après 2 ans de ne pas avoir eu de vie privée, je voulais être seul. D'ailleurs, pour ouvrir une parenthèse sur une occasion à Bornéo, il y a eu une journée où mon employé, celui qui chassait pour moi, qui faisait la cuisine, avait à aller à son village, parce qu'il n'était pas de notre village. Alors, je me souviens d'avoir pensé, ce soir, je vais avoir le luxe d'être seul dans cette pièce-ci. Juste au moment où je vais me coucher, ce vieux bonhomme-là qui était devenu un bon ami, celui qui au départ m'avait posé des questions à propos de la religion, celui qui auparavant avait épousé une esclave, arrive avec son oreiller, puis il dit j'ai entendu que tu allais être tout seul. Ça m'a fait tellement de peine. Je vais passer la nuit avec toi. Par contre, quand j'étais à Cambridge, je pouvais vraiment être ça. Alors, j'ai vécu cette vie monastique pendant 8 mois. Déjà, la première année, quand j'étais à Cambridge, j'avais choisi de ne pas visiter Leach. On s'est rencontrés peut-être en tout moins de 10 fois dans la première année, mais on s'écrivait. Et moi, je préférais ça parce que, bon, j'avais la réponse par écrit, lui aussi aimait ça. C'était un homme énormément occupé. Il était le provost d'un collège très riche, donc il y avait beaucoup de travail à faire de ce côté-là.
Donc, ça pouvait être un problème de coordination. Il m'avait donné accès complet à sa bibliothèque. Et sa bibliothèque était gigantesque. Mais on parle de dizaines de milliers de livres, y compris des livres rares. Alors, je ne m'étais pas dû poser la question comment un professeur pourrait avoir une bibliothèque aussi riche que ça. C'est, je pense, 20 ans plus tard que j'ai appris qu'il venait d'une des familles les plus riches de l'Angleterre, et qu'il était anthropologue, parce qu'il fallait bien faire quelque chose. Hein. Et puis que, par exemple, quand il y a eu la révolution chinoise, en 1949, ils ont perdu un des volets de la fortune familiale, mais ça n'a pas causé de problème, parce qu'ils possédaient une grande portion de l'Argentine et une grande portion de Manchester et Birmingham. Donc, lui, l'argent, c'était pas un problème. Mais pour moi, c'était absolument magnifique d'avoir tous ces livres, en particulier la littérature néerlandaise sur Bornéo et tout, des livres dans toutes sortes de langues. Donc, j'y avais accès, mais lui, je ne le voyais pas très souvent. De la même façon, quand j'ai écrit ma thèse, je lui envoyais des textes, il m'a envoyé des commentaires. C'est pas du tout une critique du livre, au contraire, il m'a donné tout ce que je voulais. Il est même allé au-delà de ça. Il y avait un administrateur à Bornéo qui avait donné sa fortune à Cambridge. Et pendant 10 ans après sa mort, sa fortune a été discutée entre avocats, parce que les gens qui lui étaient apparentés voulaient cette fortune-là. Et ça s'est décidé quand je suis arrivé à Cambridge. Et comme les cours venaient de décider que Cambridge avait le droit d'avoir cet argent-là, Leach un jour me dit « Il faut que vous posiez votre candidature pour une bourse de cette bourse-là. » J'ai dit « Moi, j'ai tout l'argent qu'il me faut. Hein. » Vous voyez comme j'étais naïf. J'ai refusé de l'argent. Il m'a dit « Non, 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 j'insiste. » OK, j'ai fait une demande, puis évidemment, je l'ai eue, parce que justement, en me donnant de l'argent, ils prouvaient que finalement, c'était un fait accompli. Puis ils ont continué de me donner de l'argent pendant mon terrain. Alors, j'ai eu un terrain où je pouvais faire ce que je voulais quand je voulais, voyager quand je voulais, ainsi de suite. Alors, toujours est-il que j'étais là, j'écrivais ma thèse, puis après 8 mois, je l'ai soumis. Et là, j'ai eu une expérience qui n'a pas été agréable, qui est la soutenance de thèse à Cambridge est une soutenance privée. Il y a l'examinateur interne, l'examinateur externe. Et le directeur de thèse n'a pas le droit d'y être. Puis c'est vraiment une chose, il y a une discussion. Alors j'étais à ma soutenance de thèse où il y avait ces deux personnes-là. Il y avait Stephen Morris, qui était un anthropologue de Bornéo. Il était un de ceux qui avait fait un des projets que Leach avait identifié en 1946. Et l'autre était un jeune anthropologue qui venait tout juste d'être engagé, qui ne connaissait rien à l'Asie du Sud-Est, qui n'était pas intéressé à ça. Lui était intéressé à sa sous-discipline. Et il n'a rien dit pendant la soutenance, essentiellement. Mais Stephen Morris, il faut que j'aille en arrière, justement à cause de la question de stratification. J'en avais discuté avec Leach, et justement j'avais mentionné le fait que c'était difficile d'expliquer pourquoi les Kayan avaient la stratification, tandis que leurs voisins, les Iban, qui avaient été étudiés par Freeman, c'est aussi un autre projet qui découlait du travail de Leach, n'en avaient pas. Et la réponse de Leach, c'était « Sujet intéressant, mais je dois avouer que je suis ignorant sur les questions de stratification. Il faut aller parler à Stephen Morris. » Alors, je lui ai parlé plusieurs fois, et lui, ce qu'il m'a dit, c'est quelque chose de très compliqué. Je pense que vous devriez laisser faire après votre thèse. Simplement décrivez ce qu'il y a, mais n'essayez pas de l'expliquer. Et puis après, quand je suis arrivé à la défense, il m'a attaqué là-dessus. En d'autres termes, il avait créé une situation où il pouvait me couler. Dans ce cas-là, j'étais simplement un bouc sacrificiel
c'est qu'il avait une querelle avec Leach et j'allais être le moyen de passer un message à Leach. Et ça, je dois dire, ça avait été extrêmement déprimant. Quand j'ai reçu le rapport, il y avait seulement des commentaires négatifs. Et un des commentaires négatifs qui est absolument féroce, c'est que, ça je dois dire que c'était de la naïveté de ma part. Quand c'est venu le sujet de la parenté, j'ai dit les Caïens ne sont pas intéressés à la parenté, donc j'en parlerai très peu. J'avais 2 pages. Alors là, il a explosé là-dessus, etc. C'est absolument inacceptable. Leach a correctement reconnu que le problème n'était pas mon texte, mais qu'il était l'objet de cette décision-là. Leach étant Leach, il est allé jusqu'aux plus hautes instances de l'université pour dire qu'il faudrait d'autres examinateurs. On recommence. Mais ils ont dit non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, etc. Alors, j'ai été obligé de réécrire ma thèse. Alors, j'avais déjà eu une offre, j'allais à McGill. Alors, je suis revenu immédiatement ici. J'ai passé l'été à notre chalet dans les Laurentides, et puis j'ai écrit tout l'été. Il fallait d'abord que j'écrive tous mes cours à partir de 0, et réécrire ma thèse. Et également, comme si j'en avais pas assez, j'avais décidé, parce que là, j'avais commencé mon projet d'études comparatives du Centre de Bornéo, j'avais décidé de faire un numéro spécial du Sarawak Museum Journal portant sur le Centre de Bornéo. J'avais trouvé une douzaine de personnes qui allaient contribuer des articles. Et dans plusieurs des cas, il fallait que je réécrive les articles parce qu'ils ne sont pas forcés, ou bien il fallait que je les traduise. Il y avait un bonhomme assez spécial, brillant de Martinoir, qui avait écrit un texte sur Bornéo. Il a fallu que je le traduise, etc. Alors, c'était complètement effarant, mais ça m'a pris, en somme, de juin 1973 à, je croirais, janvier 1974. J'ai réécrit ma thèse, je l'ai doublée en longueur, puis j'ai fait tout le reste. Je dois avouer d'ailleurs que je n'aurais pas été capable de faire ça si je n'avais pas choisi de rester avec ma mère. Ma mère était nouvellement veuve, elle était seule, puis elle voulait que je reste avec elle. Puis de toute façon, c'était avantageux d'avoir quelqu'un qui me nourrissait plutôt que d'avoir à penser à ça, trouver un appartement et tout. Puis là, j'ai réécrit une thèse répondant aux questions, aux problèmes qu'ils avaient posés. J'ai déjà commencé un esquisse de mes explications de la stratification sociale. C'était, à mon point de vue, élémentaire, mais ça allait déjà assez loin. Puis aussi, j'ai répondu à la question pour la parenté. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une page, je disais, la parenté, ça ne les intéresse pas, donc pourquoi en parler? J'ai eu une section de 50 pages démontrant la non-signification de la parenté. D'ailleurs, c'est une chose qui m'a coûté assez cher parce qu'il a fallu que j'engage un graphiste pour tous les tableaux que je créais. J'ai créé une vingtaine de tableaux. Le premier étant un tableau disant voilà les relations entre tous les membres adultes du village. En somme, ils sont liés comme frères et sœurs, ou bien cousins au premier degré, ou etc. Donc il y avait tout ça. Ça, c'était la chose de base. Après, je prenais chaque activité dans laquelle les Caïens avaient été, de mon village, avaient été participants, donc les groupes de coopération, etc. Puis j'établissais quel était le niveau de parenté, en somme, dans chacun des groupes, puis c'était le même que le niveau de parenté dans la société dans son ensemble. Donc, si on fait l'hypothèse que, statistiquement, les gens vont coopérer avec n'importe qui, puis mettons, disons, selon les définitions que j'aurais fait, le niveau de parenté qui est significatif, il y aurait eu 50% des gens qui auraient été apparentés entre eux. Ce n'est pas nécessairement les vrais chiffres. À ce moment-là, si ce n'est pas important, ça va être également 50% dans chaque groupe. Dans tous les cas, c'était absolument, exactement la même chose. Alors, j'ai pu démontrer ça. D'ailleurs, j'ai aussi démontré que je n'avais pas encore appris une chose qui me semble très importante dans toutes les professions, mais certainement
dans le monde universitaire, c'est d'avoir un certain niveau de tact. Je me souviens que j'avais fait une préface à ce chapitre de 50 pages, parce qu'évidemment, ma démonstration était statistique, et l'anthropologie dans son ensemble est demeurée non numérique, non mathématique. Quand je regarde mes collègues à McGill, il n'y en a pas beaucoup, ils sont tous archéologues, ceux qui comprennent les mathématiques. Alors, j'avais une section qui était statistique, puis j'ai dit, mais ils ne vont rien comprendre. Mais à ce moment-là, peut-être que ça serait utile d'avoir une petite préface. Ma préface dit à peu près en 10 mots, je vais vous démontrer de façon statistique que la parenté ne joue aucun rôle chez les Kayanes. Si vous ne comprenez pas la statistique, je vous suggère de passer à la page 60. Et je pense à ça, je me dis, mon Dieu, il fallait être stupide. Et là, de ce côté-là, je crois que Leach aurait dû me dire, vous pourriez l'enlever, ce paragraphe-là. Ça n'a pas causé de problème. Et j'ai soumis la thèse et ça a passé sans problème. Et on pourra revenir sur ma première année à McGill, mais justement, donc là, en mars, je crois... Non, j'étais déjà à Bornéo en juin, c'est ça. Leach m'a envoyé un télégramme disant « Votre thèse a été acceptée, donc tout est parfait. » J'étais retourné sur le terrain en 1974, donc après un an d'enseignement. Et la raison pour laquelle je l'avais fait, c'est que quand je faisais mon premier terrain, j'avais passé plus de la moitié de mon temps à travailler sur la religion. Et ça, je l'avais fait parce que les Kayanes savaient ce que je voulais faire. Ils comprenaient de façon générale que je m'intéressais à l'organisation sociale, mais eux voulaient que leur religion devienne écrite, qu'il y ait un livre décrivant leur religion. Alors j'ai dit, je vais le faire, oui, c'est certain. Et dès mon retour, j'avais écrit un petit manuscrit de 100 pages sur la religion qui m'avait identifié des vides. Non, je l'ai fait après avoir... Je l'ai fait à la fin de ma première année à McGill, c'est ça. Je savais qu'il fallait remplir des trous, alors je suis retourné à Bornéo. Puis je me souviens, en arrivant là, je me disais, mais là encore, c'est stupide. J'avais travaillé environ de 70 à 90 heures par semaine cette première année. J'étais épuisé. Je me dis, qu'est-ce que je viens faire ici? J'aurais pu attendre, c'est pas urgent. Et puis j'arrive au village. Tout d'abord, je ne pouvais pas retourner dans mon appartement parce que la famille était revenue. Alors j'ai vécu avec mon voisin qui était lui-même un prêtre. Et puis, il y avait une personne en particulier avec qui je voulais travailler, qui était le chef des prêtres du village. Et j'avais eu beaucoup de difficultés à travailler avec lui auparavant parce qu'il avait une personnalité extrêmement différente de la majorité des Kayanes qui sont très grégaires. Lui, il aimait être tout seul, il ne voulait pas qu'on lui pose des questions, etc. Donc, il m'avait enseigné, mais il y avait beaucoup de réticence. Je ne pouvais jamais enregistrer ce qu'il disait, et ainsi de suite. Puis là, j'arrive, et son malheur a été mon bonheur. Le pauvre homme souffrait d'une crise d'éléphantiasis. Donc, ses jambes étaient énormes, environ 25 cm de largeur. Il souffrait beaucoup. Puis j'étais arrivé à la période de la moisson. Et à la période de la moisson, la majorité des gens quittent le village et vont vivre dans leurs champs, qui sont à plusieurs kilomètres. Le village était abandonné. Le pauvre homme était déprimé, il n'y avait personne à qui parler, etc. Puis j'arrive. Alors, en 11 jours, j'ai fait ce que je pensais être un travail de tout un été. Parce que je travaillais avec lui, mettons, 3 heures par jour, ce qui était quand même assez énorme. Puis le soir, quand je retournais dans mon appartement, dans l'appartement des gens avec qui j'étais, lui, c'était un prêtre également. Il était allé travailler au champ, puis il revenait, puis il me disait « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? » Alors, je lui faisais jouer la cassette. Il me disait « Ah, c'est très intéressant. » Mais il dit « Mets une autre cassette. » Puis là, il me disait quelque chose, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai découvert qu'il existait 2 rituels parallèles. Il me disait « Oui, Nous, on est au village de Mababang, mais dans le village de Mababang, ça je le savais, il
il y avait une section qui s'appelait Umadaro, qui est un autre village. Puis il y avait une troisième qui s'appelait Umalaha, 3 familles. Ils ont d'autres rituels. Ils disaient, ça, c'est la vérité pour eux. La vérité pour nous, c'est ceci. Et ainsi de suite. Alors, puis lui, au contraire, c'était un homme très sociable. Et puis, c'était une façon très facile d'avoir des têtes données. Alors, après 11 jours, j'avais tout ce que je voulais. Alors, ce que j'ai fait, je me suis dit, j'ai besoin d'un été, j'ai besoin d'une vacance. Ça fait des années que je n'ai pas eu de vacances. Parce qu'évidemment, quand je suis revenu de Cambridge, j'ai passé tout un été à piocher. Alors, il y avait une famille en particulier avec laquelle j'avais des liens affectifs assez forts. En particulier une vieille dame, très ancienne, mais une très bonne informatrice. Alors, je suis allé à leur maison au champ. J'ai passé le reste de l'été là, à rien faire essentiellement. S'ils me disaient quelque chose d'intéressant, je le notais, j'ai appris des choses, mais simplement à avoir l'aspect décontracté d'être au champ. En somme, ce qui existe dans l'est de l'Amérique du Nord, que ceux qui peuvent se le permettre ont un chalet près d'un lac ou dans la forêt ou sur la mer, et ainsi de suite, c'est parce que quand on va là, c'est décontracté. Pour les Caïanes, c'est la même chose. La maison au champ, c'est là qu'on peut être décontracté. Et ça avait été magnifique pour moi.